Pourquoi parler de Paul Celan? Qui ose parler de Paul Celan? Quiconque lit Paul Celan engage sa sensibilité, se fait l'adresse, le témoin, le passeur de ce que Paul Celan a enduré. C'était d'ailleurs un de ses espoirs, que le lecteur soit témoin de son témoignage, témoin du témoin. Et je pense que c'est la place qu'a prise Ansel Kiefer, témoin allemand de ce que Paul Celan, juif, a enduré. Que dit-il? D'abord, qu'il n'y a pas une ligne d'un poème, d'un de ses poèmes, qui ne soit pas de lui, de lui-même. Pas une ligne qui ne soit autobiographique. Le poème et sa personne, dit-il dans une lettre, c'est la même chose. Je me sens très seul, je suis très seul, avec moi-même, avec mes poèmes, ce que je tiens pour une seule et même chose, dit-il dans une lettre d'après 1960. Dans une autre lettre, il dit que le poème parle toujours de la date qui est la sienne et qu'il préserve en mémoire. Il parle toujours de la circonstance unique qui proprement le concerne. Bref, le poème, c'est lui, c'est son être. Il parle d'une date, d'un réel rencontré, réel horrible qu'il met en forme. Quel est ce réel rencontré? Il écrit, donc il est né en 1920, il se suicide en 1970, il écrit dès 1944, à 24 ans, avant la fin de la guerre, à un de ses amis, Erich Eichhorn. Tes parents sont en bonne santé. Tu ne peux pas imaginer à quel point c'est beaucoup. Mes parents ont été fusillés par les Allemands. Eric, Eric, il y a beaucoup à raconter. Tu as tellement vu. Moi, je n'ai vécu que des humiliations et de vide, un vide infini. Le réel rencontré, c'est l'assassinat de ses parents. Son père meurt du typhus dans un camp d'extermination et sa mère est assassinée d'une balle dans la nuque. Ce qu'on a appelé la Shoah par balle. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a le livre et le film de... voilà, la Shoah par balle. Ça lui arrive en 1944. Et en 1945, il écrit, il met en forme ce réel épouvantable. Sa mère a été assassinée par une balle dans la nuque et le corps a été jeté dans une fosse, empilé sur d'autres corps. Il n'y a pas de pierre tombale, il n'y a pas eu de Kaddish. Eh bien, il me semble que plusieurs poèmes parlent de sa mère et valent comme sépulture symbolique. Il y aura plusieurs poèmes, Todesfuge, Fugue de mort, Tremble, Psalme, Wolfsbone, où il parle de la fumée qui va dans les airs, dans les nuages, où il parle de ses cheveux qui n'ont pas blanchi par la vieillesse. Tremble, par exemple, ton feuillage regarde blanc dans l'obscurité, la chevelure de ma mère ne devint jamais blanche. Puis en 1958, Wolfsbone, qu'on va lire plus tard, en 1963, dans Mandorla, parce qu'il faut savoir qu'il écrit en allemand, Tolères-tu, mère,
comme autrefois à la maison, la rime douce, la rime allemande, la rime douloureuse. Pourquoi écrire en allemand? Il connaissait le roumain, a appris l'hébreu, le russe, et c'est parce que sa mère, blonde, aimait la langue et la culture allemande qu'il écrit en allemand. Première hypothèse. Mais plus profondément, et cela il le dit dans Le Méridien, un texte de 1960, c'est parce que là, il peut adresser son poème et aller à la rencontre de son autre. Il écrit en allemand et en même temps, il imprime sa marque, tord cette langue. Et ses poèmes, de plus en plus, deviennent illisibles, voire incompréhensibles. Donc, on va lire quelques poèmes et on va commencer par Todesfüge. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts, wir trinken und trinken. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, wenn es dunkelt, nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete. Er schreibt es und tritt vor das Haus, und es blitzen die Sterne, er pfeift seine Rüden herbei, er pfeift seine Juden hervor, lässt schaufeln ein Grab in der Erde. Er befiehlt uns, spielt auf nun zum Tanz. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich morgens und mittags, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, wenn es dunkelt, nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Er ruft, stecht tiefer ins Erdreich, ihr einen, ihr andern spielt weiter zum Tanz auf. Er greift nach dem Eisen im Gurt, er schwingt, seine Augen sind blau. Stecht tiefer die Spaten, ihr einen, ihr andern spielt weiter zum Tanz auf. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags und morgens, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamite, er spielt mit den Schlangen. Er ruft, spielt süßer den Tod, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Er ruft, streicht dunkler die Geigen, dann steigt ihr als Rauch in die Luft. Dann habt ihr ein Grab in den Wolken, da liegt man nicht eng. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Wir trinken dich abends und morgens, wir trinken und trinken. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, sein Auge ist blau. Er trifft dich mit bleierner Kugel, er trifft dich genau. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar, Margarete. Er hetzt seine Rüden auf uns, er schenkt uns ein Grab in der Luft. Er spielt mit den Schlangen und träumet. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Dein goldenes Haar, Margarete. Dein aschenes Haar, Sulamit. Et donc on voit l'élément biographique quand l'Allemand aux yeux bleus tire dans la nuque de Shulamit. Donc publié en différents temps, et d'abord effectivement en roumain. Il avait un autre titre. Tango. Voilà, Tango. Et ce poème apparaît. Et ce poème paraîtra dans son premier recueil, Pavot et Mémoire. La mémoire met l'accent sur le réel, sur ce qui ne s'oublie pas, sur ce qui insiste douloureusement. Le pavot, c'est le contraire, c'est la drogue, ce qu'on utilise justement pour oublier. Puis suivent d'autres recueils de seuil en seuil, Rose de personne.
Mais pendant qu'il publie ses poèmes, pendant qu'il les récite en Allemagne, parce qu'il va là, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a des enregistrements de sa voix, donc Paul Celan lisant ses poèmes en allemand. Pendant donc il les récite en Allemagne, dans différentes villes où il est invité et enregistré, il y a une ancienne amie, la femme d'un poète juif, qui s'était réfugié à Paris, couple qui s'était réfugié à Paris, et dont il avait traduit les poèmes en allemand. Traduction du premier recueil qui avait été accepté par ce mari. Puis, malheureusement, ce poète ami meurt et la femme s'oppose à la publication de la traduction du second recueil. La femme, c'est Claire Goll. Mais, pis que cela, fin des années 50 et pendant toutes les années 60, elle lance une rumeur comme quoi Celan a plagié les poèmes de son mari. Pire, c'est qu'elle dit que ce que lui dit de l'assassinat de ses parents est une légende. Et là, Celan est comme anéanti. Une campagne de diffamation a abouti à mon abolition pure et simple, comme auteur et comme personne. Ou encore, on ne m'a pas pardonné en Allemagne d'avoir écrit en allemand un poème sur les camps d'extermination. D'où la question qui se pose, que Adorno a posée, quelle poésie après Auschwitz? Au moins une, la sienne, celle qui se défait de tout l'appareil rhétorique, celle qui va droit vers le réel, ce noyau de réel réfractaire à sa mise en forme symbolique, mise en forme symbolique qui défaille à tamponner le trauma réel. Plagiat, dit-elle. Et du coup, il va aller de plus en plus du côté d'une poésie qui est implagiable. Il écrit plusieurs lettres à Marthe Robert, à Jean-Paul Sartre, à René Char. Il a des entretiens avec Edith Zilberman dans le dernier Europe de ce mois-ci, par exemple. De nouveau, 15 ans après l'ancien Europe sur Paul Celan, nous avons un témoignage donc lisez, vous avez différents témoignages. Edith Zilberman lui dit « Mon mari, juriste, peut t'aider. » On a dans la correspondance, dans les notes de la correspondance de Paul Celan à Gisèle de Lestrange, les brouillons de lettres qu'il avait écrits, mais qu'il n'a pas envoyés ni à Marthe Robert, ni à Jean-Paul Sartre, ni à René Char, découragé. Paradoxe donc, il refuse le soutien juridique. Il dit Claire Goll est trop puissante et il n'envoie pas les lettres à Marthe Robert, à Jean-Paul Sartre, à René Char, qu'il a pourtant écrites. Et dans ces lettres, il disait « La poésie n'existe pas sans la personne du poète, sans la personne, sans sa personne. La pègre, Claire Goll, a bien su se retrouver pour m'annihiler. On s'amuse à me lapider avec les pièces détachées de mon moi. » Et Paul Celan, alors, écrit en 1958, 2 ans avant ce fameux texte qui s'appelle Le Méridien, qu'il prononce lors de la remise du prix Georg Büchner. Donc, en 1958, il écrit un très beau texte, Wolfsbohne, qui n'a pas été repris, malheureusement, dans le recueil Rose de personne. Donc,
Il écrit en 58 Wolfsbone, c'est-à-dire au moment de la crise, de l'acmé, de la diffamation, de l'infamie dont il est l'objet, par Claire Goyle. Leg den Riegel vor. Es sind Rosen im Haus. Es sind 7 Rosen im Haus. Es ist der 7-Leuchter im Haus. Unser Kind weiß es und schläft. Weit in Michailovka, in der Ukraine, wo sie mir Vater und Mutter erschlugen. Was blühte dort? Was blüht dort? Welche Blume, Mutter, tat dir dort weh mit ihrem Namen? Mutter, dir, die du Wolfsbone sagtest, nicht Lupine. Gestern kam einer von ihnen und tötete dich zum anderen Mal in meinem Gedicht. Mutter, Mutter, wessen Hand hab ich gedrückt, da ich mit deinen Worten ging nach Deutschland? In Aussicht, sagtest du immer, in Aussicht an der Elbe auf der Flucht. Mutter, es wohnten dort Mörder. Mutter, ich habe Briefe geschrieben. Mutter, es kam keine Antwort. Mutter, es kam eine Antwort. Mutter, ich habe Briefe geschrieben an Mutter. Sie schreiben Gedichte. Mutter, sie schrieben sie nicht. Wer das Gedicht nicht, das ich geschrieben habe. Um deinetwillen, um deines Gottes Willen. Gelobt, sprachst du, sei der Ewige und gepriesen. 3-mal Amen. Mutter, sie schweigen. Mutter, sie dulden es, dass die Niedertracht mich verleumdet. Mutter, keiner fällt den Mördern ins Wort. Mutter, sie schreiben Gedichte. O Mutter, wie viel fremdester Acker trägt deine Frucht, trägt sie und nährt die da töten. Mutter, ich bin verloren. Mutter, wir sind verloren. Mutter, mein Kind, das dir ähnlich sieht. Leg den Riegel vor. Es sind Rosen im Haus. Es sind 7 Rosen im Haus. Es ist der 7-Leuchter im Haus. Unser Kind weiß es und schläft. Alors, il faut savoir que plus le temps alors avancera, plus la question va se poser, est-ce que oui ou non
Paul Celan a plagié les poèmes de Yvan Goll, il va y avoir alors en Allemagne un débat, les pour et les contre, ce qui le choque profondément. Et il s'aperçoit que ses amis n'interviennent pas. Et quand ils interviennent, c'est pas comme ça qu'ils veulent intervenir. Mais plus il y a ce débat en Allemagne, plus alors il se sent comme cerné, persécuté, trahi, etc. Le texte suivant n'est pas un poème, c'est un texte en prose, un texte magnifique qu'il prononce en 1960 lors de la remise du prix littéraire, d'un prix littéraire prestigieux, le prix Georg Büchner. C'est dans ce texte qu'il pose, il me semble, une thèse, qu'il élabore une conception éthique du poème. Abordons d'emblée la deuxième partie, puisque la première partie porte sur Georg Büchner, tandis que la deuxième partie, c'est sa thèse. Qu'est-ce qu'un poème? D'où s'écrit un poème? Sa conception du poème est éthique et non pas esthétique. Il ne s'agit pas de musicalité, d'harmonie, de création de nouveaux mots, de métrique ou de métaphore. Non. Il s'agit de se libérer justement de cette esthétique et de faire un pas vers quelque part. Donc. Et Paul Celan développe alors une thèse d'un lieu et d'un temps du poème. Un poème est lié à un lieu, Ort, et à une date. D'où parle et vers où va le poème? D'une part, c'est le lieu. D'autre part, c'est le temps. Un poème parle d'une date. Et de quelle date? D'un 20 janvier. 20 janvier 1942, conférence de Wannsee sur la solution finale, où les nazis décident de l'extermination des Juifs d'Europe. Janvier 1943, mort de son père. Bref, un poème va vers ce réel réfractaire à sa symbolisation. Le poème va à la rencontre de ce réel, va vers ce qui est le plus étrange et le plus obscur. Le poème. C'est là où le poème est vraiment poème. Et c'est là où le poète est le plus singulier, le plus radicalement individualisé. C'est là où le poète est à son affaire. C'est en parlant au nom de ce qui est étrange, étranger, obscur, qu'il parle de ce qui lui est le plus propre. Et à qui s'adresse ce poème? Dit Paul Celan. Eh bien, dans un premier temps, ce poème s'adresse au tu qu'est le poète. Donc c'est intéressant ça. Le poème va vers un lieu et une date, l'assassinat, les camps d'extermination. Il y a une mise en forme de ce poème, et cette mise en forme s'adresse à un premier tu qu'est le poète, qui, dans un second temps, va le lire à d'autres. Et donc, ça s'adresse manifestement à Clergol. Le réel est singulier à chacun. Donc, on va lire ici
Alors les pages 74 et 76 à 76 de ce livre-ci, Le Méridien, où il développe sa conception de la poésie. Et le poème va là, il fait dialogue, on verra, hein, et c'est là qu'il dit aussi que cette date, à cette date-là, le 20 janvier, je me suis rencontré. Et il est advenu là. Donc, c'est page 76 à 78. Donc je vais lire complètement, puisque en le lisant, Philippe m'a dit qu'il ne fallait pas passer le passage. Bon, voilà. Oh, on va lire le... Le poème est seul. Il est seul et en chemin. Oui, alors le chemin, voilà, il faudrait faire des commentaires sur ses lectures de l'époque, et ses lectures sur Heidegger. Bon. Quand on sait maintenant ce que Heidegger écrivait à l'époque. Le poème est seul. Il est seul et en chemin. Celui qui l'écrit lui est simplement donné pour la route. Mais, par cela même, ne voit-on pas que le poème, déjà ici, se tient dans la rencontre, dans le secret de la rencontre. Le poème veut aller vers un autre, il a besoin de cet autre, il en a besoin en face de lui, il le recherche, il se promet à lui. Chaque chose, chaque être humain est, pour le poème qui a mis ainsi le cap sur l'autre, une figure de cet autre. L'attention que le poème tâche de porter à tout ce qui vient, à sa rencontre, son sens plus aigu du détail, du contour, de la structure, de la couleur, mais aussi des frémissements, des allusions, tout cela, je crois, n'est pas une acquisition progressive de l'heure rivalisant avec les performances chaque jour plus parfaites de la machine. C'est bien plutôt, rassemblant la mémoire de toutes nos dates, une concentration. L'attention est la prière naturelle de l'âme. Donc l'attention a une date. Le poème devient le poème de quelqu'un, toujours encore, qui perçoit, qui est entouré vers ce qui apparaît, qui interroge cela qui apparaît et lui adresse la parole. Cela devient un dialogue, souvent un dialogue désespéré. C'est seulement dans l'espace de ce dialogue que se constitue cela même à quoi la parole s'adresse et qui rassemble autour du « je » qui lui parle et le nomme. Je vais relire ça. C'est seulement dans l'espace de ce dialogue qui se concentre, c'est seulement dans l'espace de ce dialogue que se constitue cela même à quoi la parole s'adresse et qui se rassemble autour du « je » qui lui parle et le nomme. Mais dans ce présent, ce à quoi la parole s'adresse et qui d'être nommé est, pour ainsi dire, devenu un tu, apporte aussi son être autre. Donc vous allez lire ce texte et vous allez essayer de comprendre ce qu'il veut dire là, dans ce dialogue. Qui est le je, qui est le tu? Parce qu'il dit poème, et puis après poète. Là encore, dans l'ici et maintenant du poème, le poème par lui-même n'a jamais que ce présent-là unique, ponctuel. Encore dans cette immédiateté et proximité, le poème laisse parler aussi ce que l'autre a de plus propre, sien, son temps. Toujours, lorsque nous dialoguons ainsi avec les choses, nous sommes également dans la question venus d'où et allant vers où? Une question qui reste ouverte, qui n'en finit pas, qui indique l'ouvert, le vide, le champ libre. Nous sommes loin dehors. Le poème, cher, je crois, le poème, je crois,
cherche aussi ce lieu. Donc, je vous lis juste ce qu'il dit de son poème et en quoi, là, il est radicalement lui-même à son affaire, à sa chose, et qu'il est implagiable. L'an dernier, en souvenir d'une rencontre manquée en Engadine, j'ai mis sur le papier une petite histoire dans laquelle je faisais aller un homme comme Lenz à travers la montagne. Dans l'un et l'autre cas, je m'étais écrit « Depuis un 20 janvier, mon 20 janvier, je me suis moi-même rencontré. » Puis, plus tard, en 67, il rencontre Heidegger, de qui il espérait quelque chose. Hoffnung. Alors, il y a un autre mot qui traverse ce texte, c'est Hoffnung, l'espoir du poème. Il espérait de Heidegger qu'il reconnaisse sa faute, pas venu. Psalm. Niemand knetet uns wieder aus Erde und Lehm. Niemand bespricht unseren Staub. Niemand. Gelobt seist du, niemand. Dir zulieb wollen wir blühen, dir entgegen. Ein Nichts waren wir, sind wir, werden wir bleiben blühend, die Nichts, die Niemandsrose. Mit dem Griffel seelenhell, dem Staubfaden himmelswüst, der Krone rot, vom Purpurwort, das wir sangen, über, o über dem Dorn. Donc maintenant, abordons une question en relation avec l'œuvre, voilà, l'œuvre de Michel Laurent, et notamment donc cette dernière partie où on voit, on va dire, la représentation d'une mer, de l'eau, d'un fleuve, et à la surface, qui comme ça émerge, surmerge, des eaux. Et évidemment, on peut... il est difficile de penser, ou de ne pas penser, au suicide de Paul Celan par noyade. Effectivement, si on met en relation, entre guillemets, la structure mélancolique, si on met donc un diagnostic, si on pose un diagnostic, on s'aperçoit que bon nombre de sujets, entre guillemets, mélancoliques, eh bien, sont comme tentés, sont comme poussés à se suicider. Donc, quand on pense par exemple à Diane Arbus, à Marc Rothko, ou ici à Paul Celan, on s'aperçoit que leur fin de vie, eh bien, ça finit par un suicide. Leur vie se finit par un suicide. Et je me suis posé la question, c'est quoi ce suicide? Et pour Paul Celan, il me semble que c'est parce que justement, il n'y a pas eu ce dialogue qu'il recherchait tant dans le Méridien. Pas de dialogue, pas de lien, au contraire, quand il va en Allemagne faire ses lectures de poèmes, eh bien, il n'est pas entendu, au contraire, il est rejeté. Pas entendu, pas reconnu par Heidegger, pas reconnu, pas entendu, pas rejoint par Ingeborg Bachmann. Il entend que dans le public, il y a des nazis, et le fait qu'il ne soit pas reconnu, pas entendu,
eh bien, le pousse quasi à être rejeté par l'autre. C'est comme ça qu'il me semble qu'il se fait objet, déchet de l'autre. Et que là où il n'est pas entendu, là où il est abandonné, eh bien, il réalise ça. Et il se jette alors dans la scène. Il peut y avoir d'autres éléments. Effectivement, à partir des années 63, 65, il est hospitalisé. Il doit prendre des médicaments. Or, ces médicaments ont un effet, il ne parvient plus à se concentrer. Eh bien, ça aussi, ça le traumatise, de ne plus pouvoir se concentrer pour écrire ses poèmes, pour traduire des textes, etc. Voilà, et donc, l'œuvre, la dernière œuvre voilà, de Michel Laurent met l'accent sur l'eau, le suicide par noyade. Mais il me semble aussi qu'elle met l'accent sur les eaux. Et là, je reviens à ce que j'ai dit au début, à savoir, lorsque je vous ai parlé de l'assassinat de sa mère, qui a été tuée par balle. Il en parle dans d'autres fugues et dans d'autres textes. Et aujourd'hui, depuis quelques années, donc depuis ce que un prêtre a appelé, un prêtre catholique, a appelé, j'ai oublié son nom, mais a appelé la Shoah par balle, eh bien, on découvre aujourd'hui, de plus en plus, des sites où il y a ces fosses et où les eaux, parce que maintenant on enlève la terre, et on découvre là des milliers de corps empilés les uns sur les autres. Et donc, cette dernière œuvre me fait penser à ça, à cette double articulation, l'assassinat par balle de sa mère, c'est pour les eaux, et l'eau, c'est le suicide de Paul Celan par noyade. Stehen im Schatten des Wundenmals in der Luft, für niemand und nichts stehen, unerkannt, für dich allein, mit allem, was darin Raum hat, auch ohne Sprache.